bonsoir. Tribune du mardi de ce soir discute autour du thème numérique et jeunesse en Afrique numérique par rapport aux technologies de l'information et de la communication numérique comme outil dans l'entrepreneuriat numérique aussi, dans le divertissement avec les réseaux sociaux, mais surtout avec la sécurité informatique de nos données. Et pour en parler, je suis entouré des acteurs du secteur. À ma gauche, Cheikh Fall, qui est journaliste, activiste, et Basile Niane, CEO de SocialNet Link. Nous sommes aussi avec Thiendella Kebe, qui est de Polyéthique en ligne avec nous, Massamba Kane, CEO de CNews, et c'est pour parler du numérique en rapport avec la jeunesse africaine. Je vais commencer par notre hôte depuis Paris, Massamba Kane, bonsoir. Massamba Kane, vous êtes avec nous? Bonsoir Khalifa, bonsoir à tous ceux qui sont présents sur le plateau. Donc je vous passe tous le bonjour à distance. J'espère que le Ramadan a très bien débuté au Sénégal et que vous n'êtes pas trop fatigués par la chaleur et que Ndiaye et Ndiek, Dieu béni, ils arrivent à supporter le début du Ramadan. Voilà, donc je vous salue avec un grand plaisir d'être présent ici avec vous ce soir. Et tout l'honneur vous revient, Massamba Kane. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes CEO de CNews, cette plateforme d'information générale. Je vais commencer avec vous depuis Paris. Vous suivez ce qui se passe en Afrique. On discute du numérique et la jeunesse africaine. Comment est-ce que vous analysez le rapport entre le numérique et les jeunesses africaines? Alors, merci beaucoup. Déjà, c'est une question qui est très vaste. Parler de jeunesse et parler de numérique aujourd'hui, c'est vraiment être à l'ère de notre temps, parce que clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une très grande partie des jeunes qui cherchent, une très grande partie des jeunes qui cherchent aujourd'hui à s'en sortir, oui. à sortir. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, excusez-moi. Alors, on s'aperçoit qu'une très grande partie de la jeunesse qui cherche à s'épanouir au sein de la société commence à entreprendre. Voilà, ont des idées sur des projets à mettre en place. Et l'un des vecteurs principaux de l'entrepreneuriat aujourd'hui est basé sur le numérique. Donc forcément, il y a un grand lien et il y a une grosse affinité entre la jeunesse et le numérique. C'est vrai que dire entreprendre, c'est aussi dire être dans une situation où nous avons l'environnement adéquat, nous avons les structures, l'accompagnement et les conseils nécessaires qui permettent de pouvoir atteindre les objectifs de cet entrepreneuriat-là. Ouais. Donc clairement, parler de jeunesse et d'entrepreneuriat et aussi de numérique, c'est vraiment accompagner, c'est donner des conseils, c'est aussi mettre en garde, parce que entreprendre dans le numérique, certes, il y a des avantages, mais voilà, donc si cet accompagnement-là nécessaire n'est pas anticipé, n'est pas mis en place, ça peut avoir quelques éléments qui soient pas forcément positifs en soi, mais il faut dire que voilà, jeunesse numérique, ça colle très bien, c'est à l'ère du temps, et puis voilà, bon, plus on rentrera dans le détail, je pourrais développer un certain nombre d'aspects clairement sur ce sujet-là. Exactement, Massamba Kane, c'est à l'ère du temps, jeunesse et numérique. Basile Niane, vous êtes CEO de SocialNet Link. Est-ce que vous avez fait le même constat que Massamba Kane? Oui, en fait, je pense qu'il a parlé de la formation. Je pense que la formation rime également avec un écosystème qui est favorable à l'entrepreneuriat. On a vu aujourd'hui que la jeunesse, que ce soit sénégalaise, africaine, utilise cet outil, l'outil qui est devenu en quelque sorte l'entrepreneuriat numérique. Mais à un certain moment également, il faudrait, je pense, parler beaucoup plus de sensibilisation par rapport à cet entrepreneuriat-là, parce que c'est devenu en quelque sorte un buzzword où tout le monde parle d'entrepreneur numérique et tout, sachant que tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat. Maintenant, l'idée serait de sensibiliser, mais d'avoir un écosystème adéquat avec l'accompagnement qu'il faut et la formation pour pouvoir atteindre un certain niveau. En Afrique, on le sait, le digital est une chance en quelque sorte, parce que ça réduit beaucoup de charges et ça demande simplement une créativité en tant que jeune qui veut entreprendre. Et je pense qu'avec cette situation, si on a une bonne formation,
maintenant, avec tout ce qu'il faut pour accompagner les jeunes, ça peut facilement être une prospérité pour certains qui le pensent. Exactement. Mais ne pas oublier aussi l'autre côté de l'entrepreneuriat numérique. Nous sommes dans l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans, on sait de quoi on parle. Exactement. Il ne faut pas aussi leurrer les jeunes, il faut leur dire la vérité de ce qui se passe sur le numérique, sur le web, pour pouvoir entreprendre, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Exactement. Ça, il faut qu'on soit... avant de se lancer. Exactement, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur aujourd'hui, mais utilisons cet outil qui est là, disponible, et qui nous permet d'être sur le même pied d'égalité entre le Sénégalais, l'Américain ou le Français. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence, parce que le web, c'est offert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est une occasion pour la jeunesse maintenant de faire ce travail-là. En ayant tout ce qu'il faut comme background, accompagnement, comme tu l'as dit encore une fois, et j'insiste dessus, parce que je pense que la problématique qu'on a au niveau de l'entrepreneuriat numérique, c'est l'accompagnement. Est-ce que les gens ont vraiment la formation, l'accompagnement? Quand je dis de l'accompagnement, c'est pas non seulement le fait d'aller chercher de l'argent pour donner à un jeune, mais comment on peut les accompagner, sachant qu'aujourd'hui... Surtout en termes de formation. Exactement, les gens font énormément de projets, et on s'est rendu compte que dans le cadre, par exemple, des startups qui naissent, après 3 mois de règne, après 3 mois de création, on disparaît parce que l'environnement souvent également n'est pas propice à cela. Et je pense que c'est un multipote de stratégies qu'on devrait prendre en compte pour pouvoir développer l'entrepreneuriat numérique au niveau du Sénégal et en Afrique. Exactement, sensibiliser et former les jeunes pour entreprendre dans le numérique. Je pense que je suis stressé par la présence de mes anciens patrons, Basile Niane et Massamba Kane. Je ne vais pas donner l'occasion de saluer nos téléspectateurs. Je vais me rattraper avec... Il n'y a pas de souci. Thiandel Kébé, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, est-ce que vous avez fait la même lecture que Basile Niane et Massamba Kane sur le rapport numérique et jeunesse en Afrique? Tout à fait. Donc, permettez-moi quand même de saluer l'ensemble aujourd'hui des Sénégalais qui nous suivent à travers tous vos canaux. Donc, je pense qu'ils ont très bien campé le débat. C'est notamment aux différents mots-clés qu'ils ont ressortis, donc notamment la formation, la sensibilisation et l'entrepreneuriat. Vous savez, le numérique aujourd'hui est l'une des frontières donc, pour les économies à venir. Donc, la refuser, c'est quand même accepter sa décadence. Surtout par rapport à la jeunesse aujourd'hui qui est en train de naître. Donc, il faut falloir déjà les outiller. Au-delà vraiment de l'outil, les former. Parce que c'est quand même une chose qui est venue. Donc, malheureusement, il s'y plonge, mais il ne comprend pas déjà qu'est-ce qu'il faut en faire. Quel est l'usage réellement qu'il faudra faire du numérique. Donc ça, il va falloir déjà les sensibiliser, les former davantage à comment utiliser. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, le numérique est un raccourci. Donc ça fait partie des raccourcis, même au-delà vraiment des secteurs là où nous évoluons, donc le secteur de la santé, le secteur de l'économie et consorts, le numérique aujourd'hui booste et améliore déjà les conditions pour atteindre déjà son objectif ça par rapport au développement. Exactement, donc c'est là-bas où il faut déjà poser le doigt et puis sensibiliser davantage les jeunes à utiliser le numérique pour pouvoir déjà booster leur métier et pour mieux faire de l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. Cheikh Fall, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Khalifa. Le constat de Basile, Kébé et Massamba, c'est cette sensibilisation, cette formation qu'on doit prioriser avec la jeunesse africaine vis-à-vis de leur rapport avec le numérique. Vous faites le même constat? Oui, je rajouterai qu'il ne faut pas réduire ou circonscrire le numérique comme étant tout simplement les réseaux sociaux ou le digital. Exactement. La technologie numérique, elle est vaste. Elle englobe la technologie éducative, donc tout ce qui est e-learning et autres. Englobe la civic tech, tout ce qui est utilisé pour améliorer la démocratie. La fintech, l'économie, la technologie médicale, il l'a dit tout à l'heure. La technologie militaire, la cyberdéfense, la cyberguerre. Énormément d'autres branches de la technologie. Et donc, il faut évaluer la technologie comme étant un nouvel alphabet. Après le XIIIe siècle, quand l'alphabet est arrivé, il a fallu sensibiliser, éduquer, mais plus ou moins, je dirais, formater la nouvelle intelligence. Cette intelligence qui s'appuie sur une école, avec un programme, avec un logiciel didactique, c'est-à-dire un curriculum, qui est dispensé et qui a été conçu sur la base d'un réflexif et sur la base d'une approche cognitive, c'est-à-dire accompagner des intelligences. Aujourd'hui, le numérique, la différence, c'est que c'est un nouvel alphabet. Il recrée
l'économie, l'intelligence. Il recrée et réinvente plus ou moins nos sociétés, mais on n'a pas eu le temps et le recul nécessaire qu'on a eu au XIIIe siècle, juste après, pour prendre le temps de s'adapter. On est tombé dedans. Et donc il faut l'évaluer sur 3 temps. Le premier, c'est quand la technologie est arrivée, c'était entre les mains des experts qu'on appelait les informaticiens, des personnes comme Basile avec un ventre qui tombe, qui mangent des pizzas et qui boivent du café derrière leur ordinateur. Et c'était le luxe. On partait les voir pour leur demander, écoutez bien, de saisir du texte pour nous. Et donc les CV, on partait les faire saisir chez les informaticiens. On n'évaluait pas encore qu'on serait dans le numérique. On parlait de surfer sur Internet. Ensuite, il y a eu l'ère ou le temps des cyberespaces. Ça a permis de démocratiser l'accès à ces outils-là. Il fallait faire la queue pour accéder à une machine. Toucher une machine était réservé à certains. Et ensuite, à l'élite. Donc, les personnes qui ont eu la chance de faire l'université, de faire les écoles et puis qui avaient de l'argent. Et puis après, le troisième temps, l'arrivée des smartphones. Par contre, là-dessus, on a quitté l'ère du surf. Parce qu'on naviguait, on surfait, on n'est plus en train de surfer, on est dans Internet. Et dans Internet, avec toutes les technologies et toutes les ramifications de cette technologie qu'il faut imaginer comme étant une arme entre la main d'un individu. Exactement. Et c'est bien campé le décor. Par rapport à tous ces enjeux-là, le processus que vous avez énuméré, est-ce que l'Afrique aujourd'hui n'est pas en retard dans ce processus-là? Oui, en partie. Je dirais en retard sur 2 niveaux. Par contre, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est en train de subir la fracture numérique. Je suis contre ce discours et je l'ai souvent dit que ça nous a été imposé par l'Occident qui voudrait qu'on soit là attentiste, à attendre encore qu'on nous perfuse, qu'on fasse une perfusion plus ou moins avec les outils en nous disant « Attendez, on va vous offrir des ordinateurs, on va vous offrir des data centers ». Alors que le numérique actuellement n'est pas que sur les outils, c'est aussi sur les usages. Et au niveau des usages, il y a une forme d'intelligence et d'innovation qui accompagne l'accès à ces outils-là, et l'Afrique n'est pas en reste. Lors de la révolution industrielle, on a été spectateurs, on a regardé les autres faire, et c'est pourquoi aujourd'hui on découvre le pétrole chez nous, mais on n'a pas les outils et les technologies pour les exploiter. Cette révolution digitale est en train de reformater le monde. Ceux qui détenaient la finance et les ressources avant et avec la révolution industrielle qui a façonné le monde que nous avons connu, c'était les gens qui détenaient la terre, les puits de pétrole et qui avaient des investissements en bourse. Aujourd'hui, ceux qui détiennent la puissance et l'influence et qui détiennent et qui contrôlent le monde, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est ceux qui ont créé Google, Facebook, Amazon, Uber, Twitter et les autres. C'est eux les nouveaux superpuissances. Maintenant, si cela a changé la donne au niveau même de la géopolitique, il nous faut nous prendre aussi les devants, mais avoir cette audace dont parlait Basile tout à l'heure, de ne plus attendre parce qu'on est au même niveau. Quand on apprend les codes, moi je suis informaticien, je suis activiste, je suis en même temps expert en cybersécurité, mais j'apprends la même chose que le japonais et que l'américain. Il n'y a pas un décalage. C'est mathématique. C'est mathématique. Si on est au même niveau d'intelligence, on est dans une intelligence collective. Ce qui fait la différence, c'est l'audace qui te permet d'aller au-delà d'un simple accès à la connaissance pour mettre en pratique cette connaissance et développer des outils qui répondent à un besoin. Là-dessus, nous pêchons. Parce qu'on a toujours pêché, parce qu'on a toujours voulu attendre. C'est pourquoi des réseaux comme Facebook, TikTok, YouTube et les autres marchent en Afrique. Et pourtant, des Africains ont créé d'autres réseaux similaires, mais qui n'ont pas été utilisés par les Africains. Qui n'ont pas connu cette même popularité que ces applications-là que vous venez de citer. En tout cas, vous avez fait la genèse de l'Internet. Depuis 1996, on a noté l'entrée de cet outil-là au Sénégal avec les initiatives prises au temps par Idrissa Seck, Dialy Ndiaye et Abdou Diouf, le président de la République d'alors. Massamba Kane, vous êtes avec nous. Vous êtes à l'origine de cette plateforme d'information CDNews. Depuis 2016, on va parler des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, quelles sont les avancées notées par les pays africains, notamment le Sénégal?
Alors, les avancées, je pense que dans ce domaine c'est là aussi on parle spécifiquement des médias en ligne, par exemple. Ouais. Les avancées sont diverses et variées, plutôt. Aujourd'hui, on constate que dans la majeure partie de ces pays africains, les jeunes notamment sont investis dans tout ce qui est numérique, dans le sens où que ce soit l'information avec la vidéo, ouais. L'information avec les applications mobiles, et aussi dans les réseaux sociaux. Donc forcément, en fait, les avancées sont énormes. Donc qui dit avancée dit forcément des points positifs qui font que forcément on a l'emploi qui va avec, ouais. On a ce professionnalisme qui continue d'évoluer, on va dire, même si je pense que c'est l'un des points tout à l'heure dont je pense que Basile avait parlé, qui concerne la formation, qui est l'un des points faibles, ou en tout cas un des points bloquants sur cette avancée qui aurait pu être encore plus intéressante. Ouais. Y a, dans l'ensemble, je dirais que chacun de son côté essaie d'innover. Il y a une concurrence très forte. Et par contre, ce qui aujourd'hui, pour moi, freine ces avancées-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas un certain nombre d'alliances qui puissent se faire autour de tous ces acteurs, ouais. qui s'activent sur ces médias en ligne. Forcément aussi qui dit cela, donc dit alliance, donc dit aussi que il n'y a pas d'accompagnement en soi, parce que je pense que c'est quelque chose qui dépasse ou peut-être même les dirigeants ou les personnes qui sont aux affaires sur ces sujets-là, ouais. Ne maîtrisent pas forcément l'impact que ces nouveaux médias en ligne, que ces nouveaux outils technologiques peuvent apporter. Donc ce qui fait que il n'y a pas cet accompagnement nécessaire qui peut permettre que l'on soit à des niveaux beaucoup plus intéressants, beaucoup plus et qu'on puisse même, j'ai envie de dire, aller se comparer à ce qui se fait ailleurs un peu partout dans le monde. Donc il y a cet aspect manque de formation, oui. Cet aspect non-conscience, peut-être d'une certaine manière, hein, donc ça, pas forcément, voilà, l'idée c'est pas de grossir le trait sur ce sujet-là, mais vraiment cette inconscience caractérisée de certaines entités qui devraient, on va dire. Massamba, est-ce qu'aujourd'hui, l'absence de l'accompagnement là, vous parlez certainement des pouvoirs publics, est-ce que c'est pas limité par ces investissements là du privé vers ces technologies de l'information, notamment les sites internet et autres, qui freinent par exemple l'entrée ou l'implication réelle des pouvoirs publics? Vous savez, pour moi, les pouvoirs publics, ils ont un rôle. Leur rôle, c'est de réguler. C'est pas parce que le privé a vocation à investir sur un domaine bien particulier que le pouvoir public doit sortir sa main sur cette chose-là. Le rôle du pouvoir public, justement, c'est vraiment de réguler, d'accompagner et de mettre en place le cadre qui permet à ces entreprises-là de pouvoir émerger. Clairement, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je prends toujours l'exemple aujourd'hui de ce qui se fait, de ce qui s'est fait en mars 2019 ouais. Dans l'Union européenne. Vous savez, dans l'Union européenne, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle les droits des voisins, ouais. Sur les droits d'auteur, qui consiste à ce que ce soit dans les réseaux sociaux comme Facebook ou que ce soit dans les moteurs de recherche, ouais. Dès lors qu'il y a un bout de contenu qui est présenté plutôt par ces médias sociaux-là ou par ces moteurs de recherche, oui. Que ces grandes entreprises puissent rémunérer ces médias et aussi puissent participer sur le fait que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que oui. Nous, on a l'impression, par exemple, chez nous, que quand on sort ou quand nos articles sont présentés dans les réseaux sociaux ou sont présentés dans les moteurs de recherche, c'est le GAFA, donc GAFA, Google, Amazon, Facebook,
nous fait une faveur en fait en sortant nos articles, alors qu'au contraire c'est le contraire. Ouais. C'est lui qui se rémunère en fait dans cette façon de faire là. Donc ce qui fait que ils ont toute une économie derrière cette publication là. Ils ont toute une économie derrière. Donc ce qui fait que nous on dépense énormément d'énergie, on dépense énormément d'argent, si je puis dire, pour pouvoir couvrir l'actualité, pour pouvoir donner ces informations là. Ouais. Mais sauf que ces moteurs de recherche ou ces réseaux sociaux ou tous ces outils numériques là qui exploitent ces données-là ne rémunèrent pas, contrairement à ce qui se fait ici aujourd'hui en France, où que ce soit les grands médias, sans pour autant citer de nom, ils sont rémunérés uniquement parce que quand on fait une recherche, on tombe sur un article d'un grand média, d'un grand site internet français, ouais. Il est rémunéré sur cet aspect-là. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi, je pense que ces avancées-là sont freinées en Afrique parce que nos pouvoirs publics ne maîtrisent pas ou ne voient pas quelles sont les opportunités qui peuvent s'ouvrir avec l'accompagnement et avec l'aide aussi, parce que qui dit rémunération de grands groupes internationaux dit aussi renflouer les caisses de l'État. L'État a totalement à gagner en accompagnant, en mettant un cadre qui fait que, et aussi en partant se battre pour les intérêts de ces médias, de ces entreprises aujourd'hui qui embauchent aujourd'hui, je pense, une très grande partie de ces journalistes, de ces techniciens audiovisuels et autres en fait. Donc, exactement. Il y a des avancées, mais je pense que principalement qu'aujourd'hui, c'est la conscience et l'accompagnement de ces pouvoirs publics-là pour faire encore briller, beaucoup plus faire briller, si je puis dire, ces compétences-là qui sont aujourd'hui cachées. Effectivement, Massa Bakane qui réagit aussi en tant que chef d'entreprise. Vous avez évoqué la législation, on aura l'occasion d'en parler. Basile, est-ce qu'aujourd'hui on parle de conscientisation de la jeunesse africaine? Quel est ce rôle décisif-là joué par ces plateformes d'information pour vous qui avez eu l'occasion très tôt d'investir sur ce volet-là? Alors, pour avoir passé plus de 15 ans dans les médias, je pense que je suis assez placé pour en parler. Mais je voulais juste rebondir sur ce que Massamba vient de dire. Moi, je ne suis pas contre. Il a raison en parlant de tout ce qui est GAFAM, parce qu'il n'y a pas une législation qui n'est pas très connue par les pays africains. Mais je voulais insister sur la quintessence même de cette problématique, qui est le contenu. Nous n'avons pas de contenu, malheureusement. Et aujourd'hui, ce qui se fait, en venant, j'étais avec un client que je devais rendre un site web, mais lorsque j'ai tapé actualité au Sénégal, je suis tombé sur Le Monde, Jeune Afrique et tout. Et pourtant, ce ne sont pas des plateformes qui sont au niveau du Sénégal. On n'est pas assez productif pour parler de... Exactement. D'un côté, oui, il a raison, mais il faudrait que également nous, au niveau de l'Afrique, on puisse produire ce contenu dont ces GAFAM ont besoin. Sinon, ça sera le contraire. C'est comme si nous, on travaille pour les GAFAM et les GAFAM font exprès de ne pas comprendre, nous, ce que nous faisons. Exactement. Or, je pense que les médias, au-delà d'informer, est une sorte d'entreprise qui permet en fait de créer de l'emploi. Et cet emploi-là, on l'a vu au Sénégal, comment ça s'est passé. Beaucoup de gens sont lancés dans l'entrepreneuriat avec les médias. Mais il y a un autre souci. Si on est dans un cercle de pouvoir qui ne comprend pas en quelque sorte comment marchent toutes ces plateformes, comment marchent toutes ces données qui sont regroupées, mais il y a un problème. Souvent, il y a un fossé entre les acteurs. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais même pas aller en Afrique parce que nous, on est au Sénégal, on a suffisamment de problèmes ici au Sénégal pour parler de l'Afrique. Par exemple, nous sommes dans un secteur où on a ce qu'on appelle les décisions de l'État, c'est-à-dire les stratégies que l'État a eu à mettre en place, SN 2025, avec des priorités sur l'éducation, la santé, des slogans, etc. D'ailleurs, 2025, c'est après-demain. On n'a rien fait pour le moment. On nous parle de data center, on nous parle de pas mal de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, je le dis souvent, et malheureusement, quand on le dit, les gens pensent que vous êtes là pour essayer de détruire ce qui a été fait. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à l'action. On n'a pas commencé surtout par le début, vous parlez tout à l'heure de la formation. Exactement, il faut qu'on passe à l'action, qu'on arrête d'être simplement des gens qui rédigent des stratégies. Aujourd'hui, le Sénégal a tout fait en matière de stratégie. Ça, c'est acquis, on a beaucoup écrit, mais maintenant, il faut agir. Et l'autre chose également, il faut briser ce cercle d'acteurs qui veulent en quelque sorte maîtriser ou bien contrôler tout ce qui se passe dans le domaine numérique. Et donner la chance aux jeunes. Et quand je
je parle, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui, peut-être que le niveau est un peu différent, parce que la semaine dernière, je fais une formation pour des étudiants qui sont en 3e année, qui ne savent pas comment on crée une page Facebook. J'étais un peu dépassé et je me disais, ok, donc nous on va trop vite en fait par rapport à ce qui se passe. Quel est ce problème? Des étudiants qui utilisent des plateformes de e-learning pour étudier et qui ne savent même pas en fait c'est quoi. C'est toujours le cas, surtout pour les nouveaux bacheliers. Exactement, et je pense qu'on a assez de problèmes qu'on devait régler avant de passer à autre chose. Ça, c'est juste des exemples. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, comme on l'a dit, un écosystème qui est un écosystème collaboratif. Moi, je suis pour un écosystème collaboratif, que ce ne soit pas c'est un même cercle qui gère tout, où on est obligé de les suivre pour pouvoir développer des choses. Souvent aussi, c'est vous, les acteurs, vous n'êtes pas souvent très altruistes. C'est ce que Massamba dit, il n'y a pas cette collaboration. Exactement. Chacun y va de son côté, après c'est des problèmes à n'en plus finir. Et aujourd'hui, le numérique, comme la toile, on devrait être des araignées digitales, ou bien pour pouvoir en quelque sorte développer tout ce qu'on a envie de faire. Vous avez évoqué cette sensibilisation-là qui doit être faite auprès de la jeunesse. Qu'est-ce que la presse en ligne, dont vous êtes un acteur principal, a fait pour accéder à cela aussi? Bon, je pense que la presse a joué son rôle. Maintenant, jouer son rôle, c'est quoi? C'est donner une bonne information à la population, mais en même temps créer de l'emploi. Mais ce qu'on remarque, vous le savez, vous avez eu à travailler dessus, c'est un problème de régulation, de contrôle de l'information, où chacun, je pense que Cherfal va y revenir, où il y a ces fake news qui sortent un peu partout, qu'on devrait en quelque sorte, pas calibrer, mais essayer d'informer, de savoir comment pousser de l'avant pour donner les bonnes informations. Donc tout ça, ce sont des problématiques, mais je pense qu'aujourd'hui, un État qui fonctionne bien, l'entrepreneuriat, etc., ne peut pas se faire sans une presse qui est consciente de l'info. Parce que les gens qui sont dans la presse, si vous n'êtes pas conscient, si vous ne savez pas également comment on utilise ces outils, mais c'est forcément problématique. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit aller au-delà de ce qu'on fait au Sénégal, où on se lève pour créer juste une plateforme pour informer, soit pour attaquer quelqu'un ou bien faire des choses, et que ce soit une information véridique, c'est-à-dire une information vérifiée pour la population, au service de la population. Et en faire un métier, une profession. Mais exactement, parce que tout le monde crée des entreprises de presse pour pouvoir créer de l'emploi, je l'ai dit, et aujourd'hui je pense que c'est l'essentiel. Créer de l'emploi. Kébé, vous êtes un acteur qui veut associer le numérique et l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est possible finalement, en l'absence de cette formation-là, en l'absence de l'engagement des pouvoirs publics au Sénégal? Ok, donc je pense que je vais prendre déjà le rebond sur là où il a terminé Basile. C'est par rapport déjà à la question de l'intelligence collective. Moi, je l'appellerai ainsi, parce qu'il y a plusieurs initiatives avec les acteurs aujourd'hui qui se lancent aujourd'hui dans plusieurs initiatives pour coopter mieux les jeunes, à les faire utiliser le numérique comme quelque chose qui va être à un bon usage. C'est important. Mais moi, je pense qu'il y a une fédération aujourd'hui qu'il faudra faire autour de ces questions. Et quand on ne le fait pas, il l'a dit. Donc chacun va de son côté, donc il y a des initiatives. Et l'État investit beaucoup aujourd'hui sur ces initiatives-là. Mais malheureusement, cette fédération manque. La question aujourd'hui data center, le centre de données, il y en a plusieurs qui existent ici au Sénégal. Bon, au-delà de celui détenu par l'État du Sénégal, toute cette communication autour. Les 3 opérateurs détiennent tous des data centers. Et au fait, c'est une infrastructure qui est implantée ici au Sénégal. Moi, en restant aujourd'hui quelqu'un comme un souverainiste, moi je me dis que mes informations et mes données doivent demeurer et rester au Sénégal. Quel qu'en soit aujourd'hui. C'est l'actualité aujourd'hui, même aux États-Unis avec TikTok qui a été. Exactement, et vous l'avez entendu, il y a la semaine passée, le CEO aujourd'hui de TikTok a été invité au niveau du Congrès. Il y a pas mal de questions qu'on lui a posées, donc il ne pouvait même pas répondre. Il a renvoyé certaines questions techniques en leur disant que je vous reviens. Donc vous voyez ces questions-là. Et les gens, les États, aujourd'hui investissent beaucoup à comprendre vraiment quels sont les outils aujourd'hui qui sont déployés dans leur pays et comment ils sont utilisés par leur population. Ça, c'est hyper important. Donc il y a l'événement aujourd'hui de la Covid qui est passé par le Sénégal. Donc je pense qu'on pouvait en apprendre beaucoup. Parce qu'avec cette histoire de l'entrepreneuriat, d'apprentissage déjà en ligne ou à distance,
ces jeunes-là qui n'avaient jamais tâté ou utilisé l'outil. Donc ils ont commencé par ça. Exactement. Donc les cours en ligne. Donc pourquoi ne pas aujourd'hui développer ou industrialiser et mettre ça dans le programme? Ça pouvait être aujourd'hui quelque chose comme un début. Et pourtant, après le Covid, on a rangé tout cela dans les tiroirs. Et pour moi, ce n'est pas normal. Il l'a dit, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de stratégies qui sont déjà mises en place. Et ça, l'applicabilité de ces stratégies, parfois, c'est ce qui font défaut. Il y a des gens qui ont des initiatives pour le faire, mais donc, il y a certains barrages aujourd'hui qu'on voit. Pour moi, il doit y avoir quelqu'un aujourd'hui qui doit prendre aujourd'hui ces initiatives-là et regarder comment développer ça pour permettre à nos jeunes-là de monter en compétence et de grandir vraiment avec cet outil du numérique et pouvoir l'utiliser, donc qui va être bénéfique pour eux et puis vraiment bénéfique pour le Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a l'initiative, il y a même un ministère dédié au numérique, aux nouvelles technologies. Concrètement, comment est-ce qu'on peut amener ces jeunes Sénégalais-là à vraiment s'investir dans le numérique? Bon, c'est la question aujourd'hui de la formation et de la sensibilisation. Au-delà de ça, il faut commencer par là. La sensibilisation, aujourd'hui, c'est un des jalons qu'il faudra poser. Mais au-delà de ça, donc il faut aller, pour moi, il faut aller vers des mesures draconiennes. Parce que les jeunes-là, on ne peut pas les laisser sur la question des dérives. Parce que les dérives-là, on le note souvent. Et quand on parle de dérives, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui déborde. Et on en voit toujours. Moi, je scrolle parfois sur mon réseau TikTok, mais je vois des choses aujourd'hui, pour moi, ça ne se passe même pas au Sénégal. Et malheureusement, ça se passe ici, tout près de moi. Et alors que c'est des jeunes-là qui n'ont même pas la conscience que tout ce qu'ils sont en train de faire sont enregistrés et ça peut être nuisible pour leur avenir. Donc, ils n'ont pas compris. Peut-être, ils n'ont pas compris. Mais c'est là-bas où il faut appeler les gens à les sensibiliser, à les donner beaucoup plus de formation. Et pour moi, nous qui sommes dans le secteur, nous qui sommes dans l'écosystème, nous avons le devoir et la responsabilité quand même de pouvoir conscientiser ces jeunes-là. On ne doit pas se dire que parce que vraiment, souvent, ils n'ont pas connaissance de la puissance de l'outil qu'ils détiennent. Exactement. On ne doit pas se dire que, bon voilà, c'est pas mon frère ou bien c'est pas ma soeur qui est en train de faire ça. Moi, je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Mais quand même, nous sommes en train de fabriquer un type de Sénégalais, peut-être d'ici 5 ans, il va devenir quelqu'un, il va être vraiment très néfaste pour les autres qui sont tout près de toi. C'est là qu'il faut commencer. Pour moi, il faut déjà commencer par la sensibilisation, à la formation, à l'initiative, à leur montrer voilà l'outil vraiment idéal pour développer votre secteur, développer vos projets et vos idées, et ça peut être très rentable pour vous. Donc c'est un outil d'entrepreneuriat, donc il faut commencer par là. Exactement. Cheikh Fall, jeunesse, numérique, entrepreneuriat, est-ce que finalement au-delà de ces ventes en ligne là que nous avons constatées sur TikTok, on a exploité à suffisance cet outil-là qui est le numérique en Afrique? Mais non, pas du tout, mais ça s'explique parce que les usages répondent à une réalité qui découle de l'endogénéité et du culturalisme. Je vais y arriver. Dis-moi quelle société tu as, je te dirai quels usages. Quelle jeunesse. Ils feront. Si l'ambition c'est de devenir un TikToker, un influenceur souvent. Oui, mais ça s'explique aussi. Regardez l'environnement social, combien de personnes nous connaissons dans notre entourage qui, après avoir effectué des études, finissent par avoir un travail décent et reçoivent un salaire qui leur permet de vivre. Combien sont-ils? Ils ne sont pas nombreux. Par contre, on connaît énormément de jeunes qui, au bout des études, à un moment donné des études primaires, ont abandonné et sont partis faire un autre travail, plus ou moins informel. D'autres ont abandonné à l'université. D'autres n'ont même pas eu la chance d'aller jusqu'à l'université. Ces personnes-là, ce qu'ils arrivent à faire dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la société, pour s'en sortir, c'est le parallèle de ce qu'ils cherchent aussi à faire dans le virtuel pour s'en sortir. Celui qui est ingénieur en intelligence artificielle, vous ne le verrez pas chercher à devenir influenceur. C'est sûr. Parce qu'il a un savoir-faire et il sait comment mettre ce savoir-faire-là. Il connaît l'outil. Exactement, dans l'outil. Les influenceurs, ils existent parce que tout simplement on les fait exister. Moi, j'aime pas ce terme, mais si quelqu'un s'enferme seul dans sa chambre, il n'influence personne. On influence parce que les autres existent. Sans les autres, nous n'influençons personne. Les autres, c'est qui? C'est l'audience, c'est notre public. Nous, on part donner une notoriété à quelqu'un
en allant regarder ces vidéos, et ensuite on sort le critiquer pour dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire ou n'a pas dit ce qu'il devait faire. Et c'est ce qui fait son affaire. Et c'est ce qui fait son affaire. Donc la question, c'est pas soit le contenu ou les usages, la question c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons comme pratique, comme usage sur Internet, et c'est ce qui définit le résultat. L'autre point, et dont tu as parlé, Basile, par rapport à la sensibilisation au retard, moi je voulais préciser sur le fait, apporter une précision sur le fait que l'écosystème digital sénégalais est très respecté en Afrique et est très souvent en avance sur les autres pays. Quand tu prends la carte de l'Afrique, si tu sors le Kenya, un peu de pays au Maghreb, Égypte et Tunisie, et puis après Sénégal et Côte d'Ivoire. Le reste nous essaie de suivre. Pourquoi? Parce que j'ai été dans plusieurs pays en Afrique où à chaque étape, ils nous demandaient comment on faisait. Basile est témoin. On a passé plus d'une dizaine d'années à faire ce que vous appelez la sensibilisation. Nous, on passait notre temps à dire aux jeunes, ngir yalla, venez, on vous forme gratuitement. À dire aux enseignants, ngir yalla, pour l'amour de Dieu, venez, on vous forme gratuitement. Et les preuves sont sur Internet. À dire aux acteurs politiques, y compris certains ministres actuellement. Et je ne voudrais même pas dire le président, pour ne pas être sous le coup d'un article 80 ou autre, mais y compris des ministres. On a insisté, on les a suppliés, venez. Quand Twitter est arrivé, on a insisté, venez sur Twitter, parce qu'il s'y passe des débats intéressants. Et on a essayé de faire ce qu'on appelle de l'hygiène numérique, amener les gens à être des acteurs responsables sur Internet. On a fait ce qu'on pouvait. Je pense souvent qu'on demande énormément à l'écosystème. Mais maintenant, quant à l'efficacité, moi-même qui vous parle, j'ai eu l'occasion de bénéficier de vos formations. Là, je me souviens, c'était à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'approche qui fait défaut souvent? Est-ce que trop de technicité ne fait pas fuir aussi ces novices dans le numérique? Alors, fuir la technique, c'est fuir le digital et c'est fuir Internet. Parce que vu de loin, on pense que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas l'appréhender. Mais je vais vous répondre. Prenez un médicament, à l'intérieur, il y a toujours une notice. C'est médical. Mais vous êtes invité à lire la notice pour comprendre comment utiliser le médicament. Sinon, il va vous créer un autre problème que vous allez essayer de soigner en allant acheter un autre médicament. C'est pareil. Ici, c'est la technophobie. C'est la peur de la technologie. Exactement. Prenez votre smartphone. Qui parmi les Sénégalais, les Africains, ont souvent ou prennent souvent le temps d'aller lire les conditions d'utilisation ou même ne serait-ce que de lire la manière dont il faut installer les logiciels et ce qu'il faut faire pour l'installer. Et donc, cette peur et puis on finit. Cette peur de la technologie contribue aussi à créer plus ou moins aussi ce retard-là et ce décalage, donc ce déphasage. Nous, ça ne nous est pas tombé du ciel. Hein. On ne s'est pas réveillé un bon jour et puis on est devenu des experts en digital. Non, on a pris le temps d'aller apprendre. Et donc, l'apprentissage est nécessaire pour l'acquisition de connaissances et pour toute connaissance. Et ça, c'est important. Par contre, chez nous, la facilité, c'est de se dire qu'Internet est accessible. Donc, je faisais l'historique tout à l'heure. Avec l'avènement des smartphones, on ne passe plus par les techniciens et les informaticiens parce qu'on est devenu technicien et informaticien nous-mêmes. Et on se dit qu'on est dans Internet. Après, on passe à côté d'énormément de choses. Et ce qui s'y passe n'est rien d'autre que de la manière dont on a l'habitude de vivre. Les dérives dont Kébé parlait tout à l'heure sur TikTok, ce n'est pas surprenant. Il ne faut pas aller chercher. Parce que quand on ne connaît pas, ça devient même dangereux pour nous-mêmes. Mais c'est la manière dont on vit quotidiennement qu'on a déplacé et qu'on a installé sur Twitter, sur TikTok, dans nos quartiers. On faisait du papatoya, comme disent nos amis ivoiriens. On passait notre temps à parler des autres, à parler mal des autres, à insulter certains chefs religieux, certains acteurs politiques. Aujourd'hui, la politique voudrait censurer TikTok parce qu'on les insulte énormément, mais la manière dont on les insulte dans la vraie vie est encore pire. C'est juste transposé dans le numérique. Exactement. Ce qu'il faut faire, c'est l'humain. La technologie n'est qu'un amplificateur.
Vous prenez votre ampli en tant que technicien, vous mettez du son neutre, vous recevez neutre. Ouais. Vous mettez du son, vous recevez du son. C'est sûr. C'est pareil. Prenez TikTok, mettez-le de côté. Amenez une autre technologie qui fait la même chose, c'est-à-dire qui permet de produire des vidéos pour des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui pourraient elles-mêmes aussi produire du contenu. Exactement. Ça produira les mêmes effets. La question, c'est pas l'outil en soi. C'est la préparation. Il faut faire de l'humain. Basile, Cheikh l'a dit, vous avez été ensemble dans certains pays africains. Si on élargit cette question-là, est-ce que le Sénégal n'est pas en avance par rapport à d'autres pays africains? Là-bas, déjà, le débit Internet déjà fait défaut. Oui, je pense que Cheikh l'a souligné. J'ai fait pas mal de pays. Lorsque je suis parti au Mali, on me vend le giga à 15 000 francs. Waouh. Je m'étais dit, mais attends, donc nous, on est vraiment des... on est privilégiés. Oui, mais aussi, il faut analyser ça autrement. C'est-à-dire que c'est vrai, on est en avance, mais il y a énormément de choses à revoir également au niveau du Sénégal. Nous sommes 17 millions de Sénégalais. Exactement. Je peux dire que c'est juste un quartier dans le Japon ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas compliqué pour développer le numérique au Sénégal. C'est juste l'ambition qui manque. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, une stratégie, mais c'est juste les ambitions et mettre, par exemple, les gens qui sont vraiment ambitieux pour développer les projets qu'on est en train de développer, de faire. Cheikh l'a dit, moi je pense que la manière dont on utilise le numérique au Sénégal, c'est le reflet de la société. Ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, hein. C'est la manière dont on utilise, nous utilisons la technologie. Et toujours ça rentre dans le cadre de la formation. Pas du tout bon, exactement. Et je crois que depuis des années, on a sensibilisé. C'est notre rôle. C'est ça qu'on a fait depuis des années. On ne peut pas faire autrement. Nous ne sommes pas des génies, nous ne sommes pas des gens extraordinaires. Mais on a voulu prendre quelque chose qui est venu très nouveau et qui est venu en quelque sorte rencontrer des gens qui ne maîtrisaient pas cet outil. Et nous, peut-être, on a eu la chance d'être parmi les premiers à utiliser cette technologie pour sensibiliser. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas tout faire. Sont pas Maintenant, il faudrait qu'au-delà de ce que nous faisons, nous, en tant qu'acteurs du digital, que l'État puisse faire des choses. On nous dit, oui, l'État a fait... Je n'aime pas trop même parler de l'État à un certain moment. Moi, je me dis que l'État, c'est moi, c'est Cheikh Fall, c'est tout le monde. Mais à un certain moment aussi, il faut cette collaboration pour pouvoir développer vraiment l'entrepreneuriat et aider les jeunes. Et aujourd'hui, cette sensibilisation, cette formation est vraiment cruciale. Exactement. La formation est cruciale parce que moi, ça me fait tellement peur. Aujourd'hui, je n'ose même pas dire ce que je disais il y a de cela 10 ans. Parce que sur le web, vous voyez des gens qui se lèvent en bonjour, ils sont experts en... Ils donnent des cours ils sont en live surtout. Exactement. Et à ce moment, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Sachant que chacun est libre. Parce que c'est un outil qui est là. Chacun peut avoir accès, faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, si vous étiez un chef dans une famille et que tout le monde grandit, et qu'ils ont la même force, que toi, ils ont les mêmes stratégies que toi. L'autorité disparaît. À ce moment, l'autorité disparaît et tu deviens une autre personne. Et je pense que c'est là-bas qu'on devrait, et surtout avec cette technologie qui vient, qui va transformer notre monde, qui est l'intelligence artificielle, il faut d'abord s'y préparer également avec nos emplois qui vont beaucoup disparaître. Vous parlez de presse en ligne, ça ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, écrire un article sur le web, ça te prend juste 10 à 15 minutes avec l'IA qui est venue. Exactement. On va vers... Avant-hier, j'ai vu une application qu'on donnait juste un thème pour produire un... Oui, mais bien sûr, maintenant, comme l'a dit l'homme que tout le monde connaît, qui est Bill Gates, qui parle de l'IA, il commencera. On vient de démarrer, c'est comme si on était en 2012. C'est sûr. Maintenant, beaucoup de choses vont changer et je pense que ça sera une opportunité pour nous, Africains, également, de ne pas rater cette révolution parce qu'on y est déjà. Un travail que tu pouvais faire pour 10 heures de temps ou 20 heures de temps, en 5 minutes, tu l'as. Ça fait peur. Exactement. Mais aussi, quand même, ça montre aussi que le monde évolue. Et c'est toujours grâce à Internet, grâce au numérique. Samba Kane, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que Kébé a introduit les réseaux sociaux avec tous ces aspects négatifs sur la jeunesse, sur même les adolescents et autres? Est-ce que la presse en ligne, dont vous êtes un des acteurs, n'a pas aussi participé à la vulgarisation de tous ces contenus-là qu'on connaît sur les autres réseaux sociaux du moins?
Oui, clairement. Mais tout d'abord, permets-moi, Khalifa, de rebondir sur deux sujets peut-être très rapidement, avant de passer sur ce sujet-là. Oui. Tout à l'heure, en fait, pour répondre, parce que moi je dirais que le tableau, il est sombre. On ne peut pas dire que le tableau, je veux dire, il est totalement sombre. Parce que, comme l'a dit Basile et Cher et Kébé aussi, le fait qu'ils ont vu ce qui se fait ailleurs et que on peut estimer au Sénégal qu'on a un niveau d'avance qui est conséquent, qui est intéressant, certes. Donc forcément, le tableau, il est pas totalement sombre. Exactement. Mais moi, je reviens toujours à deux aspects, encore une fois, et peut-être que je vais foncer le trait dessus pour qu'on puisse retenir clairement ça. C'est que je reviens toujours au rôle du pouvoir public sur ces aspects-là. Parce que clairement, tout à l'heure, Basile, l'exemple que tu donnais en disant que quand tu saisis l'actualité au Sénégal sur Google et que tu tombes sur des sites Le Monde, Le Figaro, mais clairement, certes, il y a une histoire de contenu, ça je le conçois, parce qu'effectivement, le contenu, il va falloir de l'investissement, il va falloir beaucoup de moyens pour pouvoir faire ce travail d'investigation, d'enquête, et pour avoir aussi du vrai contenu. Mais clairement, si on repart un tout petit peu en arrière, avant 2019, si on saisissait ces mots-clés intéressants-là qui concernent le Sénégal, ce sont les sites web sénégalais qui étaient positionnés dans le top 10 des moteurs de recherche. C'est depuis la loi de mars 2019 qui a été votée par l'Union européenne sur les droits voisins, que tous ces médias européens-là ont pris la place de ces médias sénégalais, de ces médias africains sur tous ces sujets-là. Donc c'est encore une fois, ce sont les pouvoirs politiques dans l'Union européenne qui ont poussé à ce que Google et Facebook News les mettent en avant devant tous ces médias qui puissent exister, devant tous ces médias francophones en fait. Et nous, nos autorités locales tardent à réagir. Absolument, absolument. Il est là la question. En fait. Il n'est absolument pas lié à un problème de contenu. C'est vraiment un problème parce qu'encore une fois, ils sont rémunérés pour ça. Donc forcément, si Google rémunère Le Monde, Le Figaro, forcément, ce sont ces contenus-là qui vont être mis en avant. Et je reviens sur l'aspect formation. Vous savez, donc là, j'ai parlé de l'aspect pouvoir public. Et le deuxième gros problème que je vois encore une fois, et je le répète encore, c'est la formation. Moi qui suis dans le domaine du média en ligne, du journalisme, entre guillemets, si je puis dire, vous savez, moi j'en suis arrivé maintenant pour recruter quelqu'un, un journaliste maintenant, je ne lui demande plus son diplôme. Dès lors que la personne arrive, je lui demande de prendre un stylo et une feuille et je lui fais dicter. Ah bon? Le diplôme. Parce que les jeunes, ils sortent de l'école, donc les jeunes journalistes, parce que je ne parle même pas des jeunes techniciens qui ne parlent pas français, ça ne me gêne pas, parce qu'il est technicien. Mais aux journalistes qui dit sortir d'une école de journalisme et qui ne sait pas aligner deux phrases sans faire de faute, il est là le souci en fait. Parce qu'on a un souci d'écoles de formation qui délivrent des diplômes à gogo parce qu'ils sont encore une fois de plus mal surveillés, mal organisés, le cadre qui permet que ces écoles privées, que ces écoles de formation qui puissent exister, qui puissent délivrer des diplômes, ne sont pas encadrés. Donc il est là le problème. Encore une fois, je reviens à l'histoire de pouvoir public. Tout ça pour moi, c'est un problème de pouvoir public. Il va falloir que ces pouvoirs publics-là soient conscients de leur rôle de garantir un environnement qui puisse permettre à toutes ces entreprises de presse, parce que là je parle de la presse en ligne, et à toutes ces entreprises de pouvoir évoluer dans le bon sens. Après, je reviens pour répondre à la question tout à l'heure que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi je dis tout le temps que les réseaux sociaux, c'est en fait, c'est qu'on nous a donné en fait une machine de guerre sans nous donner la notice en fait, qui nous permet de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc on nous a donné un outil en fait qui utilise, c'est comme la bombe, c'est comme une bombe nucléaire en fait. Si on a une bombe nucléaire et qu'on l'utilise à bon escient, c'est intelligent. Par contre, si on fait une fausse manipulation, on peut détruire, on peut faire une destruction énorme sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, c'est cette conscience-là dont je partage parfaitement en fait, qu'il faut accompagner. Mais que le fait que il n'y ait pas cette régulation, qu'il n'y ait pas cette alliance, qu'il n'y ait pas et c'est là où je reviens encore une fois, parce que moi là où j'ai un gros souci dans tout cela, c'est que nous on a notre part de responsabilité. La part de responsabilité, elle ne peut pas être individuelle, elle doit être collective, dans le sens où nous sommes tous dans le domaine des médias, nous sommes tous dans les réseaux sociaux, et il va falloir qu'entre nous, qu'il y ait une alliance qui puisse permettre de pouvoir
organiser ce secteur-là, de pouvoir organiser ce secteur-là pour que... Parce que moi, quand je vois par exemple l'exemple qu'on dit récemment, là, quand on a vu que les cartes de presse sont distribuées et que maintenant, toute personne qui va sortir pour couvrir un événement et qui n'a pas de carte de presse, il peut être arrêté par la police. Mais comment est-ce que des personnes au Sénégal peuvent faire des déclarations aussi graves? Comment est-ce qu'on peut dire que toute personne qui n'a pas de carte de presse ne peut pas prendre son téléphone ou sa caméra pour aller faire un devoir citoyen qui est d'informer, qui est de prendre des vidéos? Parce que même aux États-Unis, quand la police ou ailleurs dans le monde, quand la police fait des choses qu'il ne doit pas faire, que tu prennes ton téléphone, que tu puisses filmer ça et que tu puisses faire en sorte que ce soit vulgarisé pour éviter des déboires, pour éviter des dérives, ça puisse être encouragé. Alors que chez nous, on nous dit que celui qui n'a pas la carte de presse nationale n'a pas le droit d'aller couvrir un événement. Alors que ces mêmes contenus parallèles-là sont même utilisés par la presse pour illustrer leurs informations. C'est illogique en fait, parce que, et je le dis en fait, parce que peut-être que mes co-débatteurs vont dire que je tape trop souvent sur le pouvoir public. Mais je suis désolé, 10 ans après, 12 ans après dans ce domaine-là, je vois que malgré moi, à titre personnel, toute ma bonne volonté, je vois que ce qui freine, ce n'est pas ma bonne volonté. Ce qui freine, ce n'est pas les envies que j'ai. Ce qui freine, ce n'est pas le fait de pouvoir prendre mes salariés, de les amener en formation. Ce qui freine, ce n'est pas le fait de pouvoir les conseiller et de les accompagner pour qu'ils montent en compétences. Ce qui freine, c'est que on est dans un Far West où même si nous, on essaie de donner les bonnes valeurs, de donner les bons préceptes, d'expliquer, d'inscrire, parce que moi, pour plusieurs fois, j'ai inscrit mes journalistes sur des formations, des panels qui sont organisés par des ONG, des organisations pour les sensibiliser sur les fake news, sur les réseaux sociaux, sur l'usage des réseaux sociaux, comment vérifier les informations, comment faire le recoupement de toutes ces informations-là. Donc, en soi, c'est un effort unitaire, mais encore une fois, tant que cet effort, il reste plutôt unitaire, on ne verra pas le bout du tunnel. Mais Massa Mbakane, à vous entendre, vous n'avez aucune responsabilité sur cela, alors que ce que l'on voit à travers la presse en ligne, au-delà de l'engagement des pouvoirs publics et autres, c'est souvent des titres comme, par exemple, le Saïncé de Basile Niane, qui souvent n'intéresse pas ou n'éduque pas même les internautes. Alors, il y a deux aspects. Moi, je ne dis pas que nous n'avons pas notre part de responsabilité, mais vous savez qu'il y a des médias qui sont des médias people, des médias buzz, et vous leur concéderez le droit de pouvoir traiter des informations people. C'est du people, je ne vous apprends pas ça, c'est du people. Il y a des médias qui sont spécialisés. Partout dans le monde, il y a des médias sur TMZ, sur Pure People, sur Maria, voilà. Il y a plusieurs médias dans le monde comme ça qui sont spécialisés pour faire des actualités people, et des médias qui sont sérieux. Nous, dans notre groupe, on a le groupe CNews, on a le site qui s'appelle cnews.com où on traite des choses sérieuses, l'actualité sérieuse. Par contre, quelqu'un qui veut aller traiter ou voir des informations qui vont aller dans la partie people, dans la partie buzz, dans la partie insolite, nous avons un site web qui est dédié, qui s'appelle Sumo Buzz, nous avons Métro Dakar, et nous avons un site qui s'appelle 11 d'Afrique pour ceux qui sont intéressés pour regarder du football. Donc j'ai envie de dire que ce sont des lignes éditoriales thématiques. Chaque site a le droit de défendre. Ce n'est pas forcément mettre le niveau très bas, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet-là. Et nous, pour éviter de mélanger les choux et les carottes, on a décidé de séparer ces sites web-là, de pouvoir mettre des lignes éditoriales différentes pour chacun de ces sites web-là, et puis que chacun y trouve son compte. Exactement. Et l'on vous retient encore pour 30 minutes le temps de parler de la législation qui doit entourer tout le numérique, l'informatique, entre autres. Cheikh Fall, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de légiférer ce secteur-là pour l'encadrer au-delà de la formation et autres? C'est pas trop tard, j'espère. Une spéculation plus ou moins rien que ça. On ne peut pas faire plus que ce qui existe déjà. Le Sénégal est doté d'un arsenal juridique, mais qui encadre, organise, il a tout pris en compte. On n'a pas besoin d'une autre législation. Par contre, ce qu'on entend, c'est une loi spécifique aux réseaux sociaux. Ça, c'est un abus. C'est un abus parce que les réseaux sociaux ne sont pas en dehors d'Internet et en dehors du cyberespace. On a des lois qui concernent le cyberespace et qui permettent d'encadrer et d'organiser. Ce qu'il faut, c'est plutôt les appliquer. Et au-delà de les appliquer, je vais rejoindre Massamba sur ce qu'il disait, sur le fait de pouvoir harmoniser pour parler d'une seule voix et avoir la force d'agir. Le Sénégal
a inspiré énormément de pays et on a dupliqué nos textes ailleurs. Moi, j'ai accompagné aussi certains de ces pays-là, de la sous-région. Par contre, on n'arrive pas à avoir un consensus et à avoir un accord de la part des autorités africaines pour porter ensemble la Convention de Malabo, qui est l'un des meilleurs instruments que nous disposons et qui pourrait nous permettre d'avoir cette voix unique-là, mais cette voix forte et audible dont parlait Massamba, comparée à l'Union européenne, pour peser sur la balance et inviter ces mastodontes-là à obéir ou à réagir par rapport à nos intérêts. Parce que l'enjeu est là. L'enjeu est là. Par contre, si le Sénégal se lève et porte plainte contre TikTok, machin, ça n'a pas un impact. On représente quoi pour TikTok? 17 millions, 20 millions? On n'est même pas rémunéré à travers cette plateforme. Mais on ne représente absolument rien. Par contre, en Afrique, on a toujours été dans des discussions qui nous freinent parce que nous divisent plus que nous unissent. Aujourd'hui, on a la Convention de Malabo, mais on a aussi la CADEC, donc des instruments de l'Union africaine, et d'autres instruments qui existent et qui pourraient nous permettre d'avoir cette voie unique-là, qui ne sont pas ratifiés, qui ne sont pas signés par certains États. 1. 2. La législation, l'encadrement. Prenez la meilleure police au monde, mettez cette police dans un pays et vous allez me dire dans lequel de ces pays-là on pourrait ne plus voir les agressions, les vols ou bien des cas d'infraction dans la vraie vie. Si la répression, si la législation, si l'encadrement par la force répressive suffisait, on n'allait pas voir aujourd'hui des casses, des vols, des assassinats, ainsi de suite, parce qu'il y a assez de, on a assez de casernes, assez de militaires, on n'arrive pas, on continue de les outiller, de les armer. Faire la police sur Internet est absurde. Ça devient même une restriction des libertés. Mais ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à la restriction des libertés sur la carte de presse, mais c'est des dispositifs abusifs et restrictifs. Moi, en 2012, avec Basile et les autres, Basile c'est un journaliste, moi je suis un journaliste citoyen, on était avec Demba, Muntaga et les autres, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas journalistes, on n'avait pas de carte de presse, mais on a permis au monde entier de savoir ce qui se passait à Dakar. Avec notre plateforme Sounou 2012. Aujourd'hui, c'est reprendre la parole. Et pourquoi maintenant l'État tarde à accompagner? Je vais répondre peut-être à Massamba, et peut-être ça peut nous permettre aussi d'avoir des éléments de réponse sur. L'Afrique est le seul continent où, quand la technologie s'est démocratisée, les autorités politiques l'ont vu comme étant une menace parce qu'elle allait réduire leur pouvoir. C'est la réalité. C'est la réalité. Au lieu de le voir, de la voir et de l'appréhender comme étant une aubaine, une chance, et de pouvoir saisir ces opportunités. D'éveiller, sensibiliser. On a cherché à étouffer ces espaces-là parce qu'on s'est dit, on risque de perdre énormément. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? L'Africain a toujours émis une demande de prise de parole. Une demande d'expression. Avec l'Internet, c'est l'occasion. Exactement. La presse ne répondait pas à cette demande. Quand Internet est arrivé et qu'on avait des crises de démocratie, notre premier réflexe en tant qu'humain, c'est de nous défendre et de chercher à plus ou moins consolider nos acquis démocratiques. Donc, prendre cette parole-là. Mais quand elle a été prise dans certains pays, qu'est-ce que vous remarquez quand il y a une élection? On coupe Internet, on s'en fout des même lors de petites manifestations, l'Internet est restreinte. Mais je vous assure, on s'en fout des startups, des entrepreneurs, on s'en fout de la médecine, de tout ce qui pourrait en fait s'appuyer sur la technologie pour améliorer la vie des gens. Ce qui nous intéresse, c'est de censurer la parole et de limiter les libertés. On coupe, on censure. C'est pas ça la réponse. Yaya Jammeh, en 2016, je vais le dire, et peut-être ça va aider nos autorités locales, avait coupé Internet lors de l'élection présidentielle, censuré les réseaux sociaux et fermé certaines radios. 2 ans auparavant, nous, en tant que président d'Africtivistes, on a reçu des activistes gambiens ici.
Nous les avons formés, outillés sur comment contourner la censure. On leur a donné des techniques et des technologies. Ils sont repartis. Yahya Jammeh n'était pas du tout préparé à voir les résultats de l'élection sur Internet à 18h. Exactement. Tu te souviens le jour de l'élection en 2016, à partir de 18-19h, tous les résultats qui provenaient de la Gambie étaient sur Internet. Et la Guinée de Alpha Condé c'est s'inspirer de cela. Parce qu'on a fait l'expérience ici au Sénégal en 2012 avec Sounou 2012 que j'avais mis en place. Ça a donné naissance à Guinée Vote, Mali Vote, Bénin Vote, Togo Vote et toutes les autres initiatives et récemment Sénégal Vote. Et donc on a des réponses. Aujourd'hui, vous coupez Internet ne garantit pas du tout, ne peut rien garantir pour une autorité politique. Ce qu'il faut. Et pour répondre maintenant, parce qu'il disait que le tableau est sombre, c'est d'avoir des profils avec une réelle conscience, comme disait Kébé, de l'opportunité qu'est Internet, mais une connaissance aussi technique de l'outil pour appréhender et en même temps imaginer les futurs souhaitables et commencer à poser des actes concrets. Ce n'est pas la stratégie comme disait Basile. C'est d'aller vers une approche tripartite où on a les administrations parce qu'eux, ils peuvent décider, ils sont dans les instances. Les techniciens, ceux qui connaissent la technologie et qui suivent l'évolution de la technologie et les utilisateurs parce que c'est eux les destinataires finaux. C'est ce triptyque-là qui concerne Nous, personnellement, moi, je n'ai jamais été convié à quoi que ce soit concernant le numérique au Sénégal. Ah bon? Et toutes ces personnes qui ont organisé au niveau politique, c'est des personnes qui sont passées par nous et qu'on a initiées. Et qui font maintenant les choses en aparté. Parce qu'ils ne veulent pas, forcément, peut-être qu'on leur tienne des discours de vérité. Et maintenant, pour revenir sur ce qu'il faut pour réguler et encadrer, mettons de côté le bâton, trouvons le moyen de créer des carottes. Amenons les gens à saisir le sens d'un usage responsable. C'est le rôle de l'État. Avoir les avantages. Les avantages. Je disais c'est un alphabet. Apprenons les gens c'est quoi le numérique et quels sont les dangers. On a passé plus de 2 ans à faire 12 pays en Afrique avec Africtivisme pour former les journalistes et les acteurs de la société civile sur l'usage responsable d'Internet et la cybersécurité. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi ceux qui parlent n'ont jamais été lire le code pénal ou bien les textes de loi qui concernent et qui régissent. Donc il y a un rôle qui est celui de l'État pour insérer systématiquement l'éducation au numérique dans les dispositifs pédagogiques à partir du bas âge, mais aussi un rôle du côté des techniciens pour accompagner ceux qui sont déjà en activité et qui sont déjà immergés, qui sont dans Internet et qu'on ne peut plus récupérer par le système éducatif. Et donc, pour moi, il faut que ce cadre-là existe pour apporter une réponse à la régulation. Sinon, on passe à côté. Exactement. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour mettre en pratique toutes ces initiatives-là. Kébé, vous êtes à l'origine de Polyéthique. Est-ce que finalement aussi, là, cet aspect moral-là ne peut pas être une solution face à ces dérives des réseaux sociaux? Tout à fait. Hein. Je pense que Cher, il a abordé. C'est notamment la création aujourd'hui de la plateforme Polyéthique. Hein. Donc, c'est pour un peu amener les gens, comme je l'ai expliqué lors de notre dernière émission, Polyéthique, qui est le diminutif d'une de nos valeurs qui est politesse. Donc on a réduit en poly, donc associé aux technologies de l'information et de la communication qui s'appelle politique. Donc c'est pour donner un autre esprit aujourd'hui aux jeunes de faire de la politique en s'appuyant aujourd'hui sur nos valeurs, en utilisant déjà les technologies de l'information et de la communication. Donc nous, on a survolé la toile, on a regardé que la majeure partie des jeunes qui sont sur la toile sont beaucoup plus aujourd'hui sur la sensation, sur les commentaires que sur l'analyse. Et malheureusement, ces jeunes-là, ils ont des idées projets, ils ont des projets, mais ils ne les développent pas au niveau de la toile. C'est ce que Cheikh disait tout à l'heure. Il faut créer des prototypes, créer des exemples aujourd'hui de jeunes à qui on a financé, ils ont utilisé à travers la toile, donc qui ont pu aujourd'hui se faire avec un système d'entrepreneuriat et l'État a financé pour pouvoir déjà donner l'exemple dans les toiles. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, j'ai une petite réserve concernant aujourd'hui la carte de presse. Vous savez, moi je ne l'appelle plus réseaux sociaux, moi je l'appelle plutôt réseau des sorcières. Parce que dans une certaine mesure, vous savez le pourquoi? Parce que moi je vois, les gens parlent de télésipos.
Ça veut dire quoi? C'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours dans les lives, même si, avec la CDP qui doit aujourd'hui encadrer tout ça, parce que tu vois quelqu'un qui prend son téléphone, tu ne sais même pas qu'il est dans un live, alors qu'il est en train de te filmer. Exactement. Donc, comme Basile, il vient je ne sais pas d'où, mais on peut le filmer dans un quartier où vraiment sa femme n'a pas connaissance déjà de là où il était. Exactement. Et quand on le voit en ligne, malheureusement, ça amène des problèmes chez toi. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, pour moi, la commission des données personnelles doit encadrer mieux. Maintenant, il y a des gens qui prennent de live dans les manifestations à filmer aujourd'hui que du sang et du feu. Ça, mais quand même. C'est grave. Ça amène aujourd'hui à la haine. Parce que les gens, les audiences, les gens qui utilisent bien, qui lisent, qui regardent, c'est ça là, mais ça peut amener à la haine. C'est sûr. Et quand ça amène à la haine, aujourd'hui, ça amène des débordements et des manifestations. On ne tient pas compte des sensibilités des uns et des autres. Exactement. La question de la liberté, il l'a dit, cher. C'est vrai, je suis d'accord. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme une plateforme ou un espace de libéralisme. C'est la liberté et la responsabilité. Chacun peut se lever et venir aujourd'hui mettre du contenu. Mais la responsabilité, c'est là-bas où il faut jouer. Il faut jouer sur la responsabilité des gens. Voilà. Quel est le contenu? Ce que les réseaux sociaux ont déjà enlevé à nos populations, c'est la pudeur qu'on connaissait par exemple en Afrique. Moi, j'ai un problème. Moi, personnellement, le problème que j'ai, je me dis que sur quelle presse en ligne me fier? Parce que je vois certaines informations, parfois les gens disent que c'est des fake news, d'autres te disent que, mais je le vois partagé sur mon téléphone, une fois ou 100 fois. Est-ce que je vais me dire que mais cette information elle est bonne? Alors qu'elle n'est pas bonne. Donc c'est là-bas où maintenant quand même que non, nous aussi on a une part de responsabilité à mieux sensibiliser les gens aujourd'hui qui prennent du contenu. C'est vrai, Massamba aussi il a abordé la question aujourd'hui des divertissements. Vous savez, dans les réseaux sociaux, on fabrique des gens donc qui, je sais pas, qui suscitent qui viennent de nulle part. Des stars. Oui, des stars, alors que ils sont uniquement aujourd'hui dans des choses ou dans des verbes qui n'ont aucune utilité pour la jeunesse ou pour le Sénégal. Et c'est ces mêmes personnes qu'on transpose dans nos médias ou dans nos chaînes de télévision en direct. Mais ça, c'est quand même... Mais je suis d'accord pour qu'on les amène dans la rubrique divertissement ou dans la rubrique humeur. Ça, c'est important. Du moins, tant que c'est utile, mais souvent, c'est inutile. Voilà. C'est juste... Il faut tendre le micro. Il faut tendre aujourd'hui, il faut donner la possibilité aux sachants de parler. Les gens qui ne savent pas sensibiliser, informer ou vraiment former les gens, même en ligne. Moi, c'est des gens-là, vraiment, moi, j'en appelle vraiment à nos autorités et d'investir beaucoup plus sur les startups et sur les hackathons. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans une tendance plutôt exponentielle parce qu'ils sont en train de monter en compétence. Et demain, aujourd'hui, ils peuvent embarquer beaucoup de jeunes et vraiment aller former pour pouvoir vraiment prendre le relais. Exactement. Voilà. Et la dynamique est bien suivie. En Basile, vous êtes de Social Netlink, voilà, vous êtes vraiment dans le secteur. On voit au Sénégal la naissance de beaucoup de startups qui évoluent dans les technologies, dans le numérique. Est-ce que là, on peut avoir un constat qui rend fier au moins sur l'utilisation du numérique au Sénégal? Oui, avant de parler de ce constat, laissez-moi juste rebondir sur l'aspect de cette carte de presse, de la presse en ligne, parce que je pense qu'il y a là quelques mois, j'avais fait une contribution pour régler cette problématique. D'accord. Alors, je me dis aujourd'hui, on a un écosystème qui s'informe comme il veut. Donc, c'est la liberté d'information. Et la proposition, c'était de voir, parce qu'il y a une presse, il y a un débat depuis plus de 10 ans, il y a ce débat qui revenait tout le temps, Sirfan ne me dira pas le contraire, qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, qui est blogueur, qui n'est pas blogueur et tout. Donc, je pense que c'est un débat qu'on devrait vraiment dépasser quoi, à ce moment. La presse, ça existe. Il y a une vraie presse. Mais la presse en ligne, on a combien de sites internet aujourd'hui? Un nombre pléthorique en tout cas. D'accord. Mais l'individu choisit ce qu'il a envie de voir. Si vous êtes une presse de qualité, mais cherchez des badges comme des certifications, juste pour montrer aux Sénégalais que ça, c'est un site qui est crédible. Ça, c'est un site qui n'est pas crédible. Et le problème est réglé. Maintenant, chacun a le choix de venir pour dire oui, je vais regarder cette plateforme parce que je pense que c'est une plateforme crédible. Non, je regarde le divertissement, c'est une plateforme de divertissement. Quant au contenu dont on parle, chacun est libre de créer son contenu. Parce que c'est aussi l'offre et la demande. Exactement. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on passe. On comprend comment ça se fait. Depuis des années, on parle de ce même sujet et il n'y a pas de changement. Moi, je crois qu'aujourd'hui,
pour rebondir à votre question, on parle beaucoup de start-up. Ouais. Depuis plusieurs années, on est dans le monde des start-up. Oui, on a envie de créer des start-up. Au Sénégal, on crée beaucoup de start-up. Mais comme on le dit souvent, il y a l'aspect également de cette formation qui revient et de l'accompagnement. Beaucoup de jeunes en général entendent le mot start-up, ont envie d'entreprendre. Sont tentés par l'aventure. Exactement, mais ne comprennent pas en quelque sorte comment ça sort, comment ça marche. En tant qu'entrepreneur, c'est facile de dire oui, j'entreprends. Mais le jour où vous commencerez à payer des salaires, d'accord, à penser à ce que vous allez écrire demain. Vous commencez à avoir des cheveux blancs. C'est là-bas que vous saurez que vraiment l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Je ne dis pas que les jeunes ne veulent pas entreprendre, mais il faudrait quand même qu'on puisse les aider, les former. En matière de start-up, il y en a beaucoup, surtout dans le domaine du digital. Je pense que c'est une opportunité même pour nos grands-mères qui sont dans les villages, parce que c'est ça que j'appelle l'inclusion numérique. C'est le fait de pouvoir, par exemple, voir une mère qui vend des arachides dans le coin et qui arrive rien qu'avec son téléphone portable, avec son WhatsApp, de pouvoir communiquer avec ses clients. Exactement. Ou faire une tontine via une application WhatsApp ou une autre application à travers un mobile. Pour moi, c'est ça l'inclusion. C'est-à-dire, c'est le fait de permettre à d'autres qui n'ont pas accès à la technologie d'avoir accès à cette technologie. Et nous, notre problématique, c'est là-bas. C'est-à-dire, c'est comme on a constitué le Sénégal, il y a Dakar qui est la tête, et derrière il y a les épaules et les bras, mais si la tête marche et que les autres membres ne marchent pas, il y a un problème. Maintenant, c'est les pouvoirs politiques, publics, etc., qu'on doit revoir, comme le dit Massamba. Mais est-ce qu'aussi il y a une créativité? Souvent, on a tendance à copier ce qui se passe en Europe, par exemple, dans le secteur du transport. Je ne dirais pas. Il y a une créativité, d'accord? Mais c'est comme ce qu'a dit Cherfal. Si on préfère aujourd'hui utiliser un réseau social qui est beaucoup plus connu qu'un réseau social qui est créé par les Sénégalais ou bien les Africains, ça a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui l'Africain veut voir son ami ou bien son adversaire ou bien son collaborateur réussir en Afrique? Ça aussi, c'est des problématiques parce qu'on nous dit oui, la qualité n'y est pas, d'accord, on peut trouver des projets qui n'ont pas cette qualité, mais également on peut trouver des projets qui marchent, mais souvent qui ne sont pas accompagnés. Alors, donc, on a vu ces Sénégalais-là qui ont fait la promotion de China Mills à la place de nos petites économies. Moi, j'étais ébahi de voir, je ne voulais même pas parler de China Mills ou trucs comme ça. Et ça montre à quel point nous, les Sénégalais, nous avons vraiment des soucis. Exactement. Et on nous parle de... Mais c'est quoi China Mills? China Mills, c'est quoi? Mais c'est la Chine qui vient prendre l'Afrique. D'ailleurs, ça a commencé depuis des années en parlant de la technologie, où maintenant, que vont devenir nos vendeurs, nos petits vendeurs, le petit vendeur de la rue, etc. Et les gens n'ont même pas pensé. C'est-à-dire, moi j'étais un peu bouleversé de voir sur les réseaux sociaux, les gens parlaient, oui, allez-y voir. Ils ont fait la publicité à une entreprise qui vient pour tuer notre économie en quelque sorte. Bon, c'est comme ça le Sénégal, je vous dis, la façon dont on utilise Internet, c'est le reflet de ce qui existe au niveau de la vraie vie. Et je pense que ça, c'est pas vraiment bien pour une population comme le Sénégal. Alors, Kébé, on va terminer avec la législation. Vous avez cité tout à l'heure CDP de Awa Ndiaye. Est-ce que finalement aussi, c'est pas ça le véritable problème de ce rapport entre la jeunesse et les numériques, la protection de nos données? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a quand même Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de choses aujourd'hui qui se font au niveau de la CDP, donc qui est en train aujourd'hui de regarder comment réguler déjà le secteur, parce que c'est hyper important, parce que ces dérives-là, si on n'en tient pas compte, si on n'essaie pas de les limiter, malheureusement, ça peut être néfaste pour nous et pour notre population demain. Donc, raison pour laquelle, même au-delà de ça, parce que cette législation, elle est importante, on peut l'appliquer ici au Sénégal, mais vous voyez, les réseaux sociaux, pour moi, il y a quelqu'un même qui est sénégalais aujourd'hui qui crée un compte qui n'est pas là. Il a dit tout à l'heure, cher, c'est très difficile de mettre un gendarme des réseaux sociaux. Très difficile. Parce que vous voyez dans TikTok, les audiences là, la personne aujourd'hui qui se trouve en Chine, en Amérique, donc qui utilise avec le phénomène des gossips, vous connaissez, rumeurs, racontars. C'est des gens aujourd'hui qui sont en Chine, qui sont en Allemagne, qui sont en France, aujourd'hui qui suscitent des débats, qui appellent à la haine, qui insultent vraiment nos chefs religieux. Donc ces choses-là, comment on peut les régler? C'est très difficile. C'est là-bas où il faut sensibiliser, responsabiliser et amener la question de la religion. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, on peut jouer aujourd'hui sur cette table.
Parce qu'on peut amener la religion, sensibiliser les jeunes, leur dire que vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est une option. Oui, c'est possible. C'est possible, Basile. Parce que si on le fait, pour moi, même si on doit récupérer. Les jeunes ne croient plus en Dieu. Hein. Si on doit récupérer 2% ou 3% aujourd'hui de ces Sénégalais, c'est quand même possible. Ouais. Moi, je reste pas. Je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste. Mais du coup, quand même, si on essaie quelque chose, il faut oser l'élan d'un premier pas. Même si on doit gagner quelque chose de 0%, mais quand même essayons par quelque chose. Ouais, moi, je compte vraiment qu'on puisse aujourd'hui tâter ce terrain, regarder comment sensibiliser les jeunes. Parce que, vous savez, la question de la patience, vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, les jeunes ne sont pas très patients. Ouais. Parce qu'aussi on leur a vendu l'entrepreneuriat rapide. Oui, mais non. Commencer aujourd'hui et avoir le succès demain. Il y a beaucoup plus profond. Parce que la question de télésipoche, tu vois un jeune aujourd'hui qui n'a rien. Qui suit nos politiques, à qui on donne un iPhone 14. On lui donne aujourd'hui un support, il était là dans le quartier, on lui dit, à partir de demain, tu es employé, suis-moi juste et fais-moi des lives, montre-moi. Ça, c'est un emploi. Et il gagne beaucoup. Mais à quelle fin? Il utilise aujourd'hui un support, le numérique, et beaucoup de jeunes pensent que le numérique s'arrête là. Alors que ça va au-delà. Ça va au-delà. Et ça, c'est une sensibilisation qu'il faut faire. Voilà. L'enjeu de la protection de nos données, Fall. Une question cruciale. On a été colonisé. Aujourd'hui, certains disent qu'on est toujours colonisé. Parce que quand on parle d'indépendance, on dit, mais comment? Qui est indépendant? La question se pose toujours. Moi, je dis, je n'arrête pas de le répéter, que si nous ne prenons pas garde, et je pense que c'est un peu trop tard déjà, malheureusement, on sera recolonisé via l'Internet, c'est sûr. Et c'est déjà le cas. Qui détient les données détient le pouvoir. Qui détient les données te contrôle. Aujourd'hui, nous avons des cartes d'identité et des passeports qui ont été confectionnés par des sociétés étrangères. On a tiré sur la sonnette d'alarme, on a insisté, on a alerté, personne n'a réagi, ni le grand public, ni aussi les autorités. On ne sait pas où sont nos données, ni qui les conserve, à quelle fin. Récemment, il y a eu le parrainage politique. On a récolté des signatures, mais des données sensibles. Je ne dis pas personnel seulement, mais sensible, des citoyens sénégalais qui ont été collectés par d'autres citoyens et qui avaient la latitude de les scanner, de les copier, de les garder, mais aussi de remettre les copies physiques et d'avoir aussi des copies numériques. Exactement. Qui a fait ce contrôle pour savoir si ces données ont été détruites? C'était pas encadré du tout. Et puis, il y en a qui circulent et moi j'ai peur de retrouver des fiches de parrainage pour nos mamans qui vendent le tchaf ou les boutiquiers qui vendent le pain. Non, mais c'est le risque. C'est le risque et c'est très dangereux. J'avais fait un article en 2012 sur le fichier électoral parce qu'il y avait une faille informatique. Le ministère avait bien voulu faire en mettant à disposition des Sénégalais le fichier pour que chacun puisse retrouver son bureau de vote, mais qui parle d'informatique parle de sécurité de faille. Il a fallu faire une petite requête et puis regarder un peu le site pour voir qu'il y avait la possibilité d'accéder à la totalité des données des Sénégalais qui ne nous concernaient pas du tout. Et donc il y a une nécessité de mise à jour de la part des autorités par rapport à leur volonté de bien faire. Mais au-delà de cette question, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a une souveraineté numérique à gagner, à préserver, à garantir pour des questions, premièrement, de sécurité, de défense, du géopolitique, pour des questions économiques et pour des questions uniquement et simplement de souveraineté et d'indépendance numérique. Exactement. Et je pensais, moi, en tout cas avant l'information de Basile, que le data center de Diamniadio allait régler ce problème-là. On va terminer avec vous, Massamba Kane, juste une minute sur la sécurité informatique au Sénégal, en Afrique. Massamba Kane, vous êtes avec nous? Oui. Voilà, des soucis de... Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Oui, bah c'est une question, effectivement... En 2 minutes,
Oui, en 2 minutes, ouais, très importante. Vous savez, pour rejoindre ce que disait Cher, hein, c'est que pour moi la donnée, c'est le pétrole du futur. Et malheureusement, je pense que c'est ce qu'on n'a pas compris en soi, que ce soit les entreprises, que ce soit même les utilisateurs, parce que nous, on est des simples fournisseurs de données brutes à toutes ces plateformes internationales qui les exploitent et qui derrière reviennent nous vendre la compilation de ces données-là, l'intelligence qui résulte de ces données-là au prix fort. Hein. Donc du coup, pour utiliser les données brutes qu'on leur fournit et les exploiter de notre côté, on paye plus cher pour cela. Donc je pense que ça mérite de pouvoir amener à la réflexion. Après, nous avons parlé de la sécurité. Vous savez, récemment, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, il y a plusieurs sites web qui se sont fait pirater, soit leur chaîne YouTube, soit leur page Facebook. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de la en soi, hein, on va dire, je parle sur une piste en fait qui est peut-être sous-estimée, qui est ignorée, c'est que les utilisateurs, les techniciens de l'audiovisuel qui utilisent, ou même les community managers qui utilisent ces plateformes-là ne sont pas conscients de tout ce qu'il faut mettre, de comment il faut, et c'est là où la formation revient, de comment il faut pour sécuriser la plateforme qu'ils gèrent. Sécuriser exactement l'accès à ces comptes-là en activant la double authentification, en vérifiant, voilà, en sauvegardant pas les mots de passe sur les navigateurs. Voilà, il y a plusieurs aspects qui sont liés et que encore une fois, par rapport à tous ces piratages-là, je ne dirais pas que c'est des piratages qui sont faits au niveau du Sénégal ou par l'État, ou non, absolument pas. Pour moi, c'est des piratages qui se font en dehors du Sénégal par des personnes qui ont d'autres ambitions autres, en fait, qui sont même pas conscients de qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de pouvoir faire comprendre à ces personnes-là que tout d'abord, la première sécurité, c'est d'abord de notre côté de pouvoir choisir des mots de passe qui soient hyper sécurisés et de pouvoir activer toutes les méthodes d'authentification qui puissent nous permettre de pouvoir sécuriser au maximum nos outils de communication. Exactement. Massamba Kane, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà. Dernier avis, Basile, sur la sécurité informatique au Sénégal, c'est aussi un enjeu du numérique. Moi, je pense que les gens ne réalisent pas encore ce que c'est que la sécurité, la cybersécurité et tout. Je me dis que le jour où un pirate, je ne le souhaite pas, mais le jour où un pirate entrerait par exemple dans un hôpital, je vais citer les hôpitaux qui sont ici, le Dantec, Hôpital Pan, etc., et que ce gars arrive à stopper en quelque sorte les machines qui font fonctionner les gens qui sont malades. C'est ce jour-là peut-être que les gens comprendront c'est quoi l'enjeu de la cybercriminalité en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'entend que des attaques sur des sites web, la RTP qui a été attaquée. Oui, des sites de gouvernement, etc. C'est pas ça en fait le problème. Le problème c'est ça va au-delà de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est crucial. Parce que même avec les données qu'on utilise souvent au Sénégal, c'est triste de le dire, mais c'est comme si les gens s'amusaient avec ce qu'on a comme données. C'est vrai que la CDP est là, mais la CDP n'a pas encore les moyens qu'il faut. Effectivement. Je pense qu'il faut le dire carrément. Ils n'ont pas les moyens pour faire face à cette problématique. Et moi, pour terminer, je rêve d'une Afrique unie. Je ne dirais pas, c'est comme les États-Unis d'Afrique, parce qu'il faut une collaboration, une synergie de tous les pays africains pour régler ces problématiques-là. On ne peut pas être un Sénégal, faire ses propres stratégies, être le Maroc, le Nigeria, etc., et faire leur propre stratégie. Il nous faut quand même des décisions collectives pour pouvoir régler certaines choses au niveau du numérique. Exactement. Moi, c'est ce que je pense. Et on n'aura pas évacué toutes les questions. Vous n'aurez pas l'occasion aussi de faire un dernier mot comme à l'entame de l'émission. Là, on est rattrapé par le temps, tellement le sujet est large, le numérique, le rapport du numérique avec la jeunesse africaine, jeunesse sénégalaise, vous l'aurez compris. Merci d'avoir été avec nous, Massamba Kane depuis Paris, Basile Niane, CEO de Social Net Link, Cheikh Fall de Afritiviste, c'est comme ça, voilà, journaliste citoyen, mais aussi Kébé de Polyéthique. Là aussi, il y a un rôle à jouer pour sensibiliser toute cette jeunesse-là, pour faire bon usage de l'Internet. Massamba Kane,
qui était aussi avec nous, CEO de CNews. Merci de nous avoir suivis. Tribune du mardi, c'est dans 15 jours. Bonsoir.